Bienvenue à cette vidéo sur les sections 3.1 à 3.3 de votre manuel Marc Séguin. Le chapitre 3, c'est une autre façon de faire de la physique. Donc, plutôt que de parler des lois de Newton, on utilise le principe de la conservation de l'énergie. Puis, dans ces chapitres-là, au début, c'est le théorème de l'énergie cinétique qui est développé. Que vous voyez ici à l'écran, le théorème de l'énergie cinétique qui relie deux choses. Comme les lois de Newton, ça relie le mouvement et les causes de ce mouvement-là. Donc la portion à gauche, delta K, c'est le changement d'énergie cinétique, c'est le changement de vitesse. Et automatiquement, là, si la vitesse change, il y a aussi un déplacement. Donc vraiment, ce qui est à gauche dans l'équation de l'énergie cinétique, c'est le changement de vitesse, c'est ce qui va être subi par l'objet. Et de l'autre côté, on a l'action des forces qui vont causer un changement de vitesse. Alors, l'action des forces va causer un changement de vitesse. C'est comme lorsqu'on dit F égale ma, la force donne une accélération. Sauf qu'ici, on ne parle pas de vecteur, on parle de quantité scalaire. Donc, commençons par définir c'est quoi K. Donc, K majuscule, c'est l'énergie cinétique que vous connaissez tous. L'énergie cinétique qu'on calcule comme étant 1/2 fois la masse de l'objet fois sa vitesse au carré. Et donc, si on calcule le changement d'énergie cinétique, le delta, c'est K final moins K initial qui va nous intéresser. Donc vraiment, ce qu'on s'intéresse dans ce chapitre-là, ce sont les changements de vitesse, les changements de position. Donc on va souvent parler de delta, là, de quantité qui varie entre deux instants, initial et final. Les unités de ce monde-là, là, de l'énergie cinétique, du travail, l'action des forces, tout ça est donné en joules dans le système international. Et 1 joule, ça correspond à le produit de 1 newton qui multiplie 1 mètre. Donc c'est ça l'unité qu'on va utiliser pour les énergies dans le système international, c'est le joule. Dans l'équation du théorème de l'énergie cinétique, on a ici le travail total. W représente le travail de toutes les forces qui sont exercées. Donc, si j'ai plusieurs forces appliquées sur l'objet, il faut calculer individuellement le travail de chacune des forces pour trouver le changement de vitesse ou le changement d'énergie cinétique de l'objet. Je vais faire un petit exemple tout de suite avec vous pour illustrer le principe du théorème d'énergie cinétique. Donc, imaginons un ballon ici. Et sur le ballon, on va appliquer 3 forces quelconques. Donc, disons aussi une force que je vais appeler A, une autre force qu'on va appeler B, puis une troisième force quelconque ici qu'on va appeler C. Donc les 3 forces agissent sur l'objet. L'objet va se déplacer dans une certaine direction, il va gagner la vitesse ou il va en perdre. Tout dépend de l'action des forces et de leur grandeur. Donc si on applique le théorème de l'énergie là-dessus, le changement de vitesse ou le changement d'énergie cinétique de l'objet est égal au travail total. Donc, dans ce cas-ci, le travail total, c'est la somme des 3. Le travail de la force A plus le travail de la force B plus le travail de la force C qui va être égal au changement d'énergie cinétique de notre ballon aussi, qui est une masse M, par exemple. Donc, je vais donner des chiffres. Donc, supposons qu'on dit que la force A fait un travail de 10 joules, que la force B fait un travail de moins 2 joules et que la force C elle fait un travail de 7 joules. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ces chiffres-là? Donc, ça veut dire que la force A va donner de l'énergie, donc son travail est positif, donc va contribuer ici là, à augmenter la vitesse de l'objet. Donc, la force A est une force qui accélère la balle. La force B fait un travail négatif, donc elle enlève de l'énergie cinétique, donc elle enlève de la vitesse. Donc la force B, c'est une force qui freine. Et la force C, comme la force A, ce serait une force qui, elle aussi, accélère l'objet. Donc là, ici, j'ai mis des directions quelconques. Là, fiez-vous pas au schéma. C'est vraiment les chiffres ici qui nous disent la physique de ce qui va se passer. Donc la force A injecte de l'énergie. La force C aussi injecte de l'énergie. Tandis que la force B retire de l'énergie à l'objet. Donc c'est les 3 effets différents. Et l'effet total, ça va être la somme des 3 travaux. 10 moins 2 plus 7. Donc le changement d'énergie cinétique de la balle dans ce problème-là, ça va être 10 joules moins 2 joules plus 7 joules. Donc son changement d'énergie cinétique, ce sera donc 15 joules. Donc ça veut dire qu'à la fin de ce problème-là, la balle a 15 joules de plus qu'au début en énergie cinétique. Et si on voulait trouver le changement de vitesse, là, il faudrait remplacer. Donc
Pardon. Delta K, c'est KF moins KI. Et là, si on remplace avec les définitions de l'énergie cinétique, ça veut dire 1 demi m vitesse finale au carré moins 1 demi m vitesse initiale au carré. Et tout ça est égal à 15 dans ce problème-là. Et là, si on donne une valeur de masse et de vitesse initiale, on pourrait aller isoler la vitesse finale dans cette équation-là ici, par exemple. Donc, l'exemple très simple qu'on vient de faire, c'est vraiment juste pour illustrer la logique derrière cette équation-là, le delta K égale W total. Donc, le changement de vitesse, changement d'énergie cinétique, est relié à l'action des forces. Et chaque force peut soit injecter de l'énergie en faisant un travail positif, retirer de l'énergie en faisant un travail négatif, ou même peut faire un travail zéro si la force ne contribue pas à augmenter l'énergie. Donc, la prochaine question, c'est comment est-ce qu'on fait pour calculer le travail d'une force? Donc, les fameux joules que j'ai dit dans l'exercice, le 10 moins 2, 7 joules. Comment est-ce qu'on fait pour calculer ça? C'est en utilisant la définition du travail d'une force. Donc, comment est-ce qu'on fait pour calculer? Tout ça est expliqué à la page 317 et 318 de votre livre. Il y a la démonstration de l'équation du travail d'une force que je ne veux pas expliquer ici, c'est quand même bien fait. À partir de la cinématique, avec l'équation des vitesses au carré, on arrive tout de suite à l'équation de l'énergie cinétique. Donc, pour calculer le travail d'une force, il y a deux options. La première option, donc le travail donné par la force F, va être donné par la grandeur de la force en module, multiplié par le module du vecteur déplacement que M. Séguin appelle S dans le livre, que je vais écrire comme ça, multiplié par le cosinus de l'angle entre le vecteur force et le vecteur déplacement. Donc, c'est un produit scalaire que vous aurez reconnu ici, un produit scalaire entre le vecteur F et S. Et ça va donner le travail de la force en joules. Donc, ça, c'est l'équation qui permet de calculer à partir des modules. Les modules de la force et les modules du déplacement. La deuxième façon de calculer le travail d'une force qui est absolument équivalente, donc c'est le produit scalaire, mais à partir des composantes, c'est donné par la force en X multiplié par la composante X du déplacement qu'on appelle delta X, plus la force selon Y, multiplié par la composante verticale du déplacement delta Y. Donc c'est la même équation, c'est la même chose, sauf que ça c'est à partir des composantes. Donc ça dépend vraiment de ce qui est mentionné dans l'énoncé. Si on donne les modules et l'angle, on prend la première façon. Si on connaît les composantes, on prend la deuxième. Puis sinon, vous prenez votre préféré entre les deux. Il n'y a aucune différence mathématiquement. Pour la méthode 1, juste peut-être faire un petit dessin là, pour illustrer. Donc par exemple, si on a un bloc ici, et on tire le bloc avec une corde dans laquelle il y a une tension T, qui fait un certain angle θ avec le sol, et supposons que c'est la seule force vers la droite qui est appliquée sur le bloc, le bloc va se déplacer d'un vecteur de déplacement par là, ici, vers la droite, S. Et donc, l'angle qu'on doit utiliser entre la force et le déplacement, ce serait l'angle qui est ici. Parce que le déplacement est selon X, et θ est selon X lui aussi. Donc, c'est bien important de comprendre que le θFS, il ne faut pas mettre n'importe quel θ que vous voyez dans un problème directement là-dedans. Il faut toujours faire le dessin, puis prendre l'angle entre la force et le déplacement. Il y a des petites subtilités parfois, il faut faire attention. Par exemple, si le bloc était en train de se déplacer vers l'avant parce que vous y avez donné un coup de pied dans le passé, donc il y avait déjà une vitesse par là, donc il est en train d'avancer, mais supposons qu'il avance en freinant, parce qu'il peut y avoir du frottement vers l'arrière, ou bien parce que vous l'avez agrippé avec une corde pendant qu'il était déjà en train d'avancer, et vous exercez une tension vers l'arrière. Dans ce cas-là, l'angle qu'il faut utiliser dans le calcul du produit scalaire, c'est l'angle entre T et S. Donc, cette fois-ci, l'angle qu'il faudrait prendre, ce serait un angle qui serait plus grand que 90 degrés. Il faudrait prendre l'angle ici, θ. Et automatiquement, puisque θ est plus grand que 180 degrés, le cos de θ va donner un nombre négatif. Et puisqu'il multiplie deux modules, ça fait un travail négatif. Et comme on a dit tantôt, si le travail est négatif, on enlève de l'énergie et donc on freine l'objet. Et c'est exactement ça ici la situation. Un objet qui avance, parce qu'il y avait un élan initial, puis on le freine vers l'arrière. Donc on s'attend à avoir un angle ici plus grand que 90 degrés. Et avec la deuxième équation, ici par exemple, si on appliquait la deuxième équation des composantes du travail pour calculer le travail total, le bloc ne se déplace pas selon Y. Donc le deuxième terme serait 0. On n'aurait que le déplacement en X qui serait positif. Et la composante X de la tension est négative, donc ça donnerait aussi un signe négatif.
avec cette équation-là. Je vais supprimer, effacer tout ça ici. Parfait. Et je vais faire un petit exemple de calcul. Je vais faire pour vous un des exercices du livre, le 3.1.5, le A. Alors, l'énoncé va comme suit. Donc, on nous donne une force en composante cartésienne. Donc, on dit 2 newtons vers la droite, 3 newtons vers le haut. Et pendant que la force agit, l'objet se déplace de 4 mètres vers la droite et de moins 5 mètres vers le bas. Donc, si j'écris les composantes là, directement, donc on a ici que la force selon X, dans l'exemple, c'est 2 newtons positifs. Et la force selon Y, elle est égale à 3 newtons positifs. Tandis que les déplacements, alors la composante delta X du déplacement, elle est égale à 4 mètres. Et la composante delta Y, elle est négative, est égale à moins 5 mètres. Donc, on a toutes les informations. Là, la question, c'est quel est le changement, quel est le travail exercé par cette force sur l'objet qui a fait ce déplacement-là. Donc, le signe va nous dire si la force accélère ou ralentit l'objet, ce qui n'est pas super évident juste en regardant les vecteurs, parce que ce qu'on a comme information, c'est que mon objet, durant l'action de la force, là, s'est déplacé de 4 mètres, 2, 3, 4, a descendu de 5, 1, 2, 3, 4, 5, donc il s'est rendu... Donc le vecteur déplacement, il est parti de l'origine, et il s'est rendu ici, en ligne droite, pas mal. Et pendant qu'il faisait ce mouvement-là, à tous les instants, il subissait une force qui était orientée là, à peu près comme ça ici, dans le cadran en haut à droite. Ça, c'était le vecteur F. Donc, est-ce que ça va avoir un effet de freinage ou d'accélération? On va le calculer. Donc, on va calculer le travail fait par la force F. Et je vais utiliser la méthode des composantes, parce que c'est les composantes qui sont données. Je pourrais prendre les modules, mais je n'ai pas l'ongle. Donc, on va calculer le travail fait par la force F, qui est donné par les composantes Fx delta X, plus Fy delta Y. Et là, on fait juste remplacer avec les valeurs numériques, ce qui va donner 2 newtons fois 4. Donc, ici, on va avoir 8 joules et moins 15 joules. Donc, le total, c'est moins 7 joules. Donc, cette force-là, ce mouvement-là ici, donc un mouvement par là avec une force de cette grandeur-là, dans cette direction-là, a tendance à ralentir l'objet et ça va lui enlever 7 joules d'énergie cinétique lorsqu'il va être rendu à la position finale. Ça, c'est égal, d'après le théorème d'énergie cinétique, c'est égal au delta K de notre objet qui est en mouvement. Petite parenthèse, fait cocasse qu'on peut faire avec ce problème-là, je peux aller calculer l'angle. Donc, c'est pas demandé, mais je peux calculer θ. Ah oui, c'est demandé, c'est la question C. Donc, θ entre les deux vecteurs. Donc, c'est quoi l'angle entre F et S? Donc, c'est quoi l'angle ici, là, dans mon θ? Qu'est-ce qu'il vaut? Le θ ici, là. Donc, pour l'obtenir, il faut faire l'égalité entre les deux définitions du travail. Donc, je sais que moins 7 joules doit aussi être égal à la grandeur de la force fois la grandeur du déplacement fois le cos entre F et S, ce qu'on cherche. Donc, je vais commencer par isoler le cos dans l'équation. Donc, le cos de θ va être égal à moins 7 divisé par le module de F qui multiplie le module de S. Bon. Et là, après, je vais vous laisser le faire en exercice, là, mais il suffit de calculer les modules. Donc, le module de F, si on se souvient, c'est donné par la racine de Fx au carré plus Fy au carré. Donc, vous pouvez le calculer. Et le module du déplacement, c'est delta x au carré plus delta y au carré racine. Donc, vous calculez ces deux modules-là ici, F et S. Vous le remplacez dans l'équation, ça vous donne le cos de θ. Vous prenez l'arc cos et ça va vous donner la réponse qui est à la fin du livre. Donc voilà, là, ça, la première diapo qu'on vient de faire ensemble, ça permet de comprendre vers où on se dirige pour le chapitre 3. Donc plutôt que de parler de force et de loi de Newton, on parle vraiment d'énergie. Donc l'action des forces, on appelle ça maintenant un travail, qui est le produit de la force fois le déplacement, F fois delta X, en joules. Et cette action-là des forces va changer l'état de vitesse de l'objet. Donc au lieu de parler maintenant d'accélération, on parle plutôt de changement d'énergie cinétique. C'est une méthode qui est beaucoup plus puissante que les lois de Newton et qui nous permet d'étudier plein de systèmes plus complexes.
Je vais maintenant faire un autre exercice un peu plus physique dans le livre. Je vais faire la question numéro 10. Donc, je vais faire l'exercice 3.1.10. Je vais seulement faire le A, parce que le B, c'est la même chose, mais avec des données un peu différentes, là. Je vais commencer par faire un petit dessin. Donc, la situation, c'est un bloc là, qui se déplace vers l'avant. Donc, je vais représenter un vecteur S par l'avant. Et il se fait tirer par une corde F, qui possède une force F de tension, qui est inclinée avec un angle θ par rapport au vecteur S. La masse est égale à 2 kg. Le module de la force F est égal à 5 newtons. L'angle vaut 53,1 degrés. Et la grandeur du déplacement est égale à 4 mètres. Donc tout ça était tiré de l'énoncé. La question, c'est que vaut la vitesse finale du bloc si initialement, à t égale à 0, sa vitesse était de 5 mètres par seconde vers la droite. Donc on cherche VF ici. Donc ce problème-là, on l'a déjà résolu plusieurs fois dans le passé avec la loi de Newton, avec un petit peu de cinématique, on peut s'en sortir. Mais là, le but, maintenant, c'est de pratiquer la méthode de l'énergie. Donc notre point de départ, ce sera toujours le théorème de l'énergie cinétique, qui nous dit que le delta K, le changement d'énergie cinétique de l'objet, va être égal au travail total de toutes les forces qui sont appliquées sur l'objet. Donc, je vais commencer par calculer le travail total et après, j'irai m'intéresser au changement d'énergie cinétique. Donc, le travail total doit inclure toutes les forces. J'en ai dessiné seulement une dans le portrait. Donc, je vais faire un petit schéma des forces et je vais indiquer toutes les forces qui agissent sur le bloc. Donc, oui, on a la force externe F ici, mais on a aussi le poids de l'objet, la force gravitationnelle Fg. On a aussi une force normale vers le haut. Puis des fois, on peut avoir du frottement. Mais ici, dans l'énoncé, il n'y en a pas. Donc voici les trois forces. Ça veut dire que le travail total, quand on calcule W total, il faut inclure les trois. C'est le W de la corde, plus le W gravitationnel, plus le W de la force normale. Donc il faut aller analyser les trois. Regardons chacune des forces individuellement. Donc, je vais regarder la normale en premier. Donc pour la normale N, donc, si je fais un petit dessin, j'ai le vecteur S vers la droite, j'ai la normale N vers le haut, et les deux sont à angle droit. C'est la même chose pour FG. Donc, si je dessine ce qui se passe pour FG, alors delta S est par là, FG est vers le bas. Les autres ici sont à 90 degrés. Ces forces-là ne font pas de travail, parce que le cos de θ, cos de 90 est égal à 0. Donc ça veut dire que le travail de la normale est égal à 0 dans ce problème-là, et le travail de la force gravitationnelle aussi est égal à 0, parce que le cos de 90 donne 0 dans le calcul du travail. Une autre façon de le voir, c'est que bien sûr, la normale ne va pas changer la vitesse ni le freiner, et même pas dans le sens du mouvement. Puis même chose pour le poids. C'est pas important. Ça ne va pas freiner ou l'accélérer. La force est perpendiculaire au déplacement, donc il n'y a pas de composante d'accélération, en d'autres mots. Donc ça veut dire que ces deux forces-là, on n'a même pas besoin de les inclure dans le calcul. Ils sont 0, ils sont 0. Donc le travail total serait uniquement le travail de la corde, et dans les problèmes qui ont du frottement, il y aurait aussi le travail du frottement à inclure. Donc le delta K, si je reviens à ce qu'on avait écrit au début, delta K est égal à WF seulement, plus, je vais l'écrire ici, mais on va les mettre à 0, plus WG, et ça c'était 0, ça c'était 0. Et donc on a tout simplement que le delta K de l'objet sera donné par la grandeur de la force, fois le déplacement, fois le cos de θ. Donc on le calcule, j'ai toutes les valeurs, la force mesure 5 newtons, le déplacement 4 mètres, fois le cos de 53,1 degrés. Ce qui nous donne une injection d'énergie qui est égale à 20 fois cos de 53,1, ce qui donne exactement 12 newtons fois mètre, donc 12 joules. Alors ici, j'ai la quantité d'énergie qui est transférée au bloc par toutes les forces. Donc le bloc gagne de l'énergie, j'ai un signe plus ici, donc le bloc va accélérer.
Ensuite, on demande le changement de vitesse. Donc, je sais que 12 joules est égal à l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique qu'on avait au début. Donc, c'est donc égal à 1/2 fois la masse fois la vitesse finale au carré moins la même chose fois la vitesse 1/2 m fois la vitesse initiale au carré qui est égale à 12. Et là, en remplaçant les valeurs, on peut aller isoler. Je ne le ferai pas, mais algébriquement, vous remplacez et vous isolez la valeur de la vitesse là-dedans. Bon, je peux bien le faire, là. Pourquoi pas? Au moins en faire un au long. Donc, je vais peut-être juste factoriser avant 1/2 fois la masse. Donc, on va avoir ici 12. Oups. 12 est égal à 1/2 fois la masse fois VF au carré moins VI au carré. Donc, je multiplie par 2 à gauche. Ça va faire 24 divisé par la masse est égal à VF au carré moins VI au carré. Et donc, si j'isole, je vais remplacer tout de suite les valeurs. 24 divisé par la masse de 2 kg est égal à la vitesse finale qu'on cherche au carré, moins la vitesse initiale qui est égale à 5 au carré. Et donc, VF sera donc égal à la racine carrée de 12 plus 25. Donc, la racine carrée de 37, ça va être en mètres par seconde. Ce qui donne 6,08 mètres par seconde. Et c'est la vitesse du corps G. C'est la bonne réponse. Oups, je viens de voir que je t'ai rendu un petit peu petit. Je vais agrandir ça ici pour qu'on voit bien. Voilà. Donc, voici le calcul. Ça donne 6,08 mètres par seconde comme vitesse finale. Donc, je pense qu'à date, avec la matière que j'ai montrée pour les 2 premières diapos, là, vous êtes en mesure de pas mal faire tous les exercices de la section 3.1, sauf qu'il reste un petit sujet qui est l'analyse graphique. On va prendre tout ça, on va le rapetisser, on va envoyer ça dans le coin là-bas. OK. Donc, comment est-ce qu'on peut calculer le travail d'une force graphiquement? Donc, c'est en prenant l'air sous la courbe. Bon, mais pas n'importe quel air sous la courbe non plus, c'est l'air sous la courbe du graphique de la force Fx, la composante de la force selon x, par exemple, selon le déplacement, selon la position x ici. Pourquoi c'est l'air sous la courbe? Parce que c'est le produit de F fois delta x, donc c'est le produit de la hauteur multiplié par la base. Donc ça, sur un graphique, ça correspond à de l'air sous la courbe, comme on faisait là, en cinématique. Donc imaginons une force selon x qui ressemble à la chose suivante. Et supposons qu'on étudie un mouvement qui part de 0 et qui s'en va jusqu'ici, mettons, à moins 5 mètres, alors que la force varie entre 0 et moins 20 mètres. Donc, première chose à faire, c'est d'aller prendre l'air sous la courbe. Donc, comment l'air sous la courbe? C'est bien sûr l'air que je suis en train de dessiner en bleu hachuré, ici. Donc, on calcule cet air-là. Donc, le travail W exercé par la force F sera égal à l'air sous la courbe, qui est un triangle ici. Donc, je ferai le 1/2 la base fois la hauteur. Donc, j'aurai 1/2 fois 5 mètres de déplacement fois 20 newtons de force. Là, je n'ai pas mis les bonnes unités sur mon graphique. Le 20 ici, ce sont des newtons. 5 mètres vers l'arrière. Donc, ce qui donne ici une aire sous la courbe là, de 50 joules. Sauf qu'il faut décider le signe maintenant. Donc, quand vous faites une analyse graphique, pour trouver le signe, donc le signe de W, donc si je l'écris comme ça, là, le signe du travail, c'est égal à deux choses. C'est le produit du signe de la force, en fait de la composante Fx, qui multiplie le signe du déplacement delta x. Donc on doit multiplier les deux signes pour savoir si la force est positive, si le travail est positif ou négatif. C'est ce qu'on avait déjà dit au début de la session. Donc si la force pointe dans le même sens que le déplacement, le signe total sera positif. Et donc on aura un travail positif. Et si la force est opposée au déplacement, on enlève l'énergie, on aura un signe négatif. Donc ici, il faut se poser la question, le déplacement est dans quel sens? Donc j'ai dit qu'on partait de 0 vers moins 5, donc ça c'est le vecteur S. Donc le déplacement delta x ici est négatif. Donc delta x est négatif. Et la force, elle aussi,
Donc on voit que partout, dans toute la durée du déplacement, donc entre 0 et moins 5 mètres, la force, elle a toujours été négative. Et on va mettre ici moins 20. Donc négative. Donc la force Fx est aussi négative. Donc dans ce problème bien précis-là, ça veut dire que le travail sera positif. Donc ici, il faudra mettre un petit plus devant. Donc ça serait 50 joules. Donc la force accélère l'objet. Ce qui est logique, l'objet recule, pendant que la force, elle aussi, est orientée vers l'arrière. Donc c'est sûr qu'il va gagner de la vitesse. Donc quand vous analysez graphiquement un diagramme F selon X et que vous voulez obtenir des travails, vous devez prendre l'air sous la courbe et le signe, il faut le mettre à la mitaine selon le sens de la force versus le sens du déplacement. Il faut que ce soit logique dans votre tête. Okay? À l'examen, attendez-vous à avoir peut-être des petites questions conceptuelles. C'est quoi le signe? Pourquoi il est positif? Pourquoi il est négatif? Comprenez bien ce que ça veut dire là. Le signe de la force versus le signe du déplacement nous dit est-ce que je pousse vers le mouvement ou je vais contre le mouvement. Donc, est-ce que j'ajoute ou je retire de l'énergie? C'est très, très logique. Donc, restez pas embêtés parce que c'est un graphique puis des aires sous la courbe. Là. Faites juste comprendre la logique derrière. Et ça va être bien important pour les examens de toujours avoir une bonne petite intuition de la logique qui n'est jamais très compliquée. Il ne faut pas juste voir les formules, il faut comprendre ce qui se passe derrière. Et c'est ce que j'essaie de faire là, un petit peu depuis le début, là, comprendre la logique. Je ne fais pas de démonstration mathématique des équations, c'est fait dans le livre. Le but, c'est de comprendre vraiment là, ce qu'on fait. Dans les exercices suggérés, je ne pense pas en avoir mis vraiment beaucoup d'analyse graphique. Il y a deux forces dans le cours qu'on va étudier qui sont particulières. La première, c'est la gravité. Donc, la gravité a la particularité que son travail est toujours égal à la même chose. Et je vais faire la démonstration. Donc, le travail exercé par la force de gravité, peu importe le problème que vous allez considérer, c'est toujours égal à la chose suivante. C'est égal à moins mg, moins le poids, fois delta y, la variation de hauteur. Et ça, c'est toujours vrai, à une seule condition, c'est que l'axe des y soit placé vers le ciel tout le temps. Donc, pour que la gravité pointe, pour que le champ gravitationnel pointe toujours dans le sens contraire à l'axe des y. Donc ça, c'est absolument nécessaire si vous voulez utiliser cette équation-là. Donc si vous voulez dire que le travail est égal à moins mg fois delta y, vous devez toujours mettre l'axe y vers le ciel. Pourquoi est-ce qu'on peut écrire ça ici? Donc si on revient à notre définition du travail, donc pourquoi la preuve de ce que je viens de dire? Donc, si on calcule le travail fait par la gravité normalement, donc d'après ce qu'on a vu tantôt, c'est égal à la composante selon x du poids fois delta x, plus la composante selon y du poids fois delta y. Je viens de dire que l'axe y doit toujours être vers le ciel quand on fait ces problèmes-là d'énergie. Donc, FGX sera toujours nul. Là, vous allez me dire, oui, mais monsieur, sur un plan incliné, il y a un FGX. Oui, mais sur un plan incliné, normalement, on ne mettait pas l'axe Y vers le haut. Donc, sur un plan incliné, si vous tournez votre axe Y pour l'incliner, ben, c'est plus valide ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, je répète, est juste valide si l'axe des Y est vers le ciel et que la gravité est vers le bas, contraire. Donc, ce qui permet d'écrire que le travail fait par la gravité, c'est FGY fois delta Y. Et la composante du poids selon Y, ben c'est moins mg. Le poids est pointe vers le bas, avec un module de mg, fois delta Y. Voilà, donc c'était ça la démonstration. Et ça vient du fait que la composante FGY, c'est moins mg, puis que la composante FGX est toujours égale à 0 dans ce système d'axe-là qu'on va utiliser. Donc ça simplifie énormément le problème. Donc pour le poids, j'ai toujours l'option de prendre ça tel quel, et ça vous l'avez d'une façon similaire dans votre feuille de formule. Elle est écrite un peu différemment, mais j'y arrive. Donc cette équation-là, vous pouvez l'utiliser, vous n'avez pas à la démontrer à chaque fois. Donc aussitôt qu'il y a de la gravité dans un problème, vous pouvez dire le travail c'est mg avec un signe moins fois delta y, que vous pouvez ensuite inclure dans le théorème d'énergie cinétique. Par exemple ici, justement sur un plan incliné, pour illustrer ce que je viens de dire. Alors, supposons qu'on a un bloc qu'on va laisser descendre sur le plan incliné. Donc, au début, il est en haut ici. Puis, à la fin, il va être rendu là.
Donc en haut, c'est la situation initiale. En bas, c'est la situation finale. Donc ici, j'ai ma hauteur y initiale. Et en bas, j'ai ma hauteur y finale associée à la position le plus bas. L'important, c'est toujours d'avoir l'axe y vers le haut. C'est ce qu'on a dit, l'axe x perpendiculaire. Et là, j'ai le choix de mettre l'origine où je veux. Je vais mettre l'origine en bas, donc le y final, on va dire que c'est égal à 0. Tandis que le y initial va être égal à la hauteur h du côté ici, de ma rampe. Donc la question, c'est quel est le travail fait par la gravité? Donc si on regarde bien, le déplacement S, il va se faire dans cette direction-là, au fond de la rampe, tandis que la force qui le fait descendre est orientée vers le bas. Donc oui, il y a un angle entre les deux. Donc on pourrait calculer le travail de la première façon qu'on avait vu avec la méthode des modules. Donc ce serait un petit peu plus laborieux là, parce que le travail fait par la gravité, bon, il faudrait prendre le module de Fg qui vaut mg. On multiplie ça par la longueur de l'hypoténuse S, multiplié par un certain cos que je vais appeler ici θ. Mais là, θ, l'angle, ce serait l'angle ici, là, l'angle au sommet. Ici. Pourquoi? Parce que c'est l'angle entre l'hypoténuse puis la verticale. Θ, c'est bien sûr le même angle qui est ici, là. C'est des triangles semblables. Parce que l'hypoténuse, c'est l'hypoténuse. La gravité, c'est comme le côté. Donc, c'est l'angle au sommet ici. Et si vous regardez la géométrie du triangle, oups, je vais le dessiner en bas. Donc, si ça c'est θ, ça ici c'est h, et ça ici c'est s. Mais la petite distance en bas ici qu'on peut appeler x, ben x, ou plutôt, pardon, si j'écris le cos de θ, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse, donc c'est h sur s, sur la grandeur de s. Et donc, la grandeur de s fois cos de θ est égale à la hauteur h, ici. Ça, c'est le s fois cos θ. Alors, ça nous dit que le travail est égal au module de Fg fois S cos θ qui vaut H. Et le module de Fg, ben, c'est le poids mg fois H. Donc ça serait le travail en joules qui serait fait par la gravité si j'utilise la méthode 1 sur le plan incliné. Si je prends la méthode des composantes, donc là, la gravité, et on vient de le montrer en haut, donc ce que j'ai montré ici au début, là, si je fais les composantes, Fgx fois delta x plus Fgy fois delta y, ça va donner exactement ça, moins mg fois delta y, pour la même raison. Donc, ici je vais l'écrire, donc ça c'est égal à moins mg fois delta y. Donc ça veut dire que c'est égal à moins mg fois y final moins y initial. Et ça, c'est tout simplement égal à moins h, moins mg fois moins h. Et donc ça donne aussi mg h. Ça donne la même chose. Donc qu'on utilise la méthode 2 ou qu'on utilise la méthode 1, il n'y a aucune différence. Ça donne la même chose. Ici, j'ai un moins h parce que y final moins y initial est négatif. Le y final est plus bas que le y initial. En physique, il y a une quantité qui est très utile qui s'appelle l'énergie potentielle gravitationnelle, qu'on appelle U majuscule avec un G, qui est définie comme étant mg fois la hauteur y, donc à un instant donné. Donc si je calcule la variation d'énergie potentielle d'un objet, ça sera donc égal à UG final moins UG initial, donc c'est égal à mg y final moins mg y initial, et donc la variation d'énergie potentielle est égale à mg fois y final moins y initial, donc c'est égal à mg fois delta y. Et ça, c'est notre variation d'énergie potentielle quand on fait varier la hauteur d'un objet. Donc ça, c'est une définition. On appelle ça la variation d'énergie potentielle gravitationnelle. La variation d'énergie potentielle gravitationnelle vaut mg fois delta y. Ça correspond à quoi? Donc la variation d'énergie potentielle, ça correspond à la variation d'auteur de l'objet. Donc plus l'objet est haut, plus il y a de l'énergie, entre guillemets, qui est capable d'aller chercher. Donc je vous donne un exemple très simple.
Donc, mon exemple, c'est ici un maçonnier qui tient dans ses mains une brique et il va monter dans l'échelle pour aller déposer la brique en haut du mur à une certaine hauteur. Donc, initialement, la brique est au point le plus bas, quasiment au niveau du sol, donc va posséder une énergie potentielle UG initiale pour la brique qui est à peu près égale à 0, parce que sa hauteur initiale est nulle, pratiquement, vis-à-vis l'origine. Ensuite, notre monsieur va monter dans l'échelle et va venir déposer la brique en hauteur ici. Ce qui va donner une énergie potentielle gravitationnelle finale au bloc qui vaut mg fois sa hauteur y finale par rapport au sol. Donc y finale, c'est la hauteur par rapport au point de départ d'où on était parti, à peu près par rapport au niveau du sol. Donc je vais mettre des chiffres réalistes. Donc mettons que la brique ici pèse, je ne sais pas, 5 kg et qu'on l'a montée sur une hauteur qui est égale à 10 mètres. Ben, son énergie potentielle finale, donc l'énergie potentielle que la brique possède, qui est égale à mg fois y. Donc ça veut donc dire ici 5 fois 9.8 fois 10, donc ça veut dire 490 joules d'énergie qui est stockée dans la brique. Donc ça, c'est de l'énergie que la brique possède sous forme potentielle gravitationnelle. Donc c'est pas son énergie cinétique, c'est une autre forme d'énergie qui est associée à sa hauteur. Et pourquoi on appelle ça énergie potentielle? Ben, je vais vous raconter une autre petite histoire. Donc, on va laisser la brique au sommet du mur et je vais tasser l'échelle et je vais tasser le monsieur. Et voilà, ils sont disparus. Et maintenant, je vais faire avancer le temps dans 50 ans. Donc, imaginons qu'il y a 50 ans qui se sont écoulés depuis la pose de la brique au sommet ici. Donc, le maçonnier a mis la brique en haut. On est 50 ans plus tard, la brique est encore là et elle possède toujours 490 joules d'énergie. Alors vous, 50 ans plus tard, vous vous promenez, vous vous approchez devant le mur et vous regardez en hauteur et vous trouvez ça bien joli et vous voyez qu'il y a une brique qui est suspendue en équilibre. Et là, à ce moment-là, imaginez qu'il y a un coup de vent qui arrive et la brique se décroche. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, la brique possède 490 joules d'énergie potentielle gravitationnelle qui est stockée dans l'altitude. Donc la brique va se décrocher et qu'est-ce qui va arriver? Ben, elle va dépenser tout ce 490 joules-là pour le transformer en vitesse vers le bas. Donc la brique va tomber et va venir cogner notre petit bonhomme en bas ici qui ne sera pas très content et qui va recevoir cette énergie-là. Il va la recevoir de quelle façon? Ben, il va recevoir 490 joules d'énergie sous forme d'énergie cinétique stockée dans le projectile, ça veut dire stockée dans la masse qui tombe. Donc il va recevoir ça sur la tête sous forme d'énergie cinétique. Donc la brique, va transformer son énergie potentielle, qui valait 490 joules, en énergie cinétique. Et donc la balle va frapper le sol avec une énergie cinétique finale qui est égale à 490 joules. Donc c'est ça le principe de l'énergie potentielle, c'est qu'en stockant un objet qui possède une masse sur une certaine hauteur, on stocke de l'énergie qui peut être dégagée plus tard. Et donc si je fais le lien entre les deux équations qu'on a, donc la variation d'énergie potentielle par rapport au travail qui est fait par la gravité, on voit que c'est quasiment la même équation à un signe près. Donc on a une autre équation ici super importante et c'est celle-là que vous avez dans votre livre et c'est celle-là que vous pouvez prendre pour faire les exercices, c'est que le travail qui est fait par la gravité sur un objet, donc l'énergie que la gravité peut transférer, comme par exemple là, dans mon exercice, l'énergie qui va être transférée sur la tête du petit bonhomme en bas, ben, c'est égal à moins la variation d'énergie potentielle, moins delta UG, le contraire. Donc ça, c'est une équation qui est très utile. Et là-dedans, il faut garder en tête que UG à un instant donné est égal à mg fois la hauteur y à un certain instant donné. Bon, ça fait beaucoup de notions. Je vais faire un exemple du livre. Je vais faire la question 3.3.6. Donc l'exemple 3.3.6 du livre qui parle d'un avion qui pique du nez. Donc tout d'abord, bien important, si on veut utiliser les notions d'énergie potentielle gravitationnelle, il faut toujours mettre l'axe Y vers le ciel. Peu importe si c'est un plan incliné ou autre, il faut le mettre vers le ciel dans ces problèmes-là pour pouvoir utiliser les équations que j'ai montrées juste avant. Donc on dit qu'on a un avion qui est en train de piquer avec une trajectoire qui est à 30 degrés sous l'horizontale.
Et on nous dit qu'initialement, l'avion est à une hauteur ici de 100 mètres par rapport au-dessus du sol. Et il y a un boulon qui se détache et qui va venir toucher le sol, éventuellement plus tard, avec une vitesse finale. Ici, le boulon va suivre la trajectoire et va venir éventuellement toucher le sol ici avec une vitesse finale qui est égale à 80 mètres par seconde. La question, c'est de trouver quelle était la vitesse de l'avion initialement quand le boulon s'est décroché. Donc on cherche la vitesse initiale du projectile dans le problème. Donc la clé pour résoudre le problème ici, c'est le théorème de l'énergie cinétique. Donc le changement d'énergie cinétique du boulon doit être égal au travail total de toutes les forces qui vont exercer un travail sur l'objet. Ici, on néglige la résistance de l'air, donc la seule force qui fait un travail, c'est la gravité. Le boulon est en chute libre. Il n'y a pas d'autre force que la gravité ici. Chute libre. S'il y avait de la résistance avec l'air, il faudrait inclure un petit travail négatif de frottement, mais ça ne sera pas le cas dans les problèmes, sauf si on vous le dit dans l'énoncé d'inclure une certaine quantité de joules, mais ce n'est pas le cas. Donc ça veut dire que le changement d'énergie cinétique va être entièrement dû au changement d'altitude de l'objet. Donc c'est entièrement la gravité qui fait le travail. Donc delta K est égal à W de la gravité, et le W de la gravité est toujours égal à moins la variation d'énergie potentielle de l'objet. C'est ce qu'on vient de faire juste avant. Donc, je vais calculer ça. Donc, delta K, c'est moins delta UG. Ça veut dire moins le delta, donc moins UGF, moins UGI. Donc, je vais distribuer le sigma. Ça va faire UGI moins UGF, qui est égal au changement d'énergie cinétique du boulon. Ça veut dire que je vais avoir ici mg fois y initial moins mg fois y final, qui est égal à mon delta K. Donc ça, c'est l'équation qu'on doit remplacer, qu'on doit utiliser. Il suffit de remplacer maintenant les valeurs. La masse du boulon n'est pas donnée, donc il faudra éventuellement s'en débarrasser. Et je vais réécrire ça sous une autre forme. Donc, ça veut dire que delta K est égal, et là, je vais factoriser le mg. C'est mg fois yi moins yf. Et donc, d'après l'énoncé, ça va être égal à mg qui multiplie 80 mètres. Mg fois 80. Parce que yi, c'est en haut ici, yf, c'est en bas. Donc, la différence entre les deux, c'est... pas 80, c'est 100 mètres, pardon, dans l'énoncé. 80, c'est la vitesse. Je vais juste effacer ça ici. C'est mg fois 100, et non pas fois 80 qu'il faut inclure. Mg fois 100. Donc, ça, c'est la variation d'énergie cinétique. Et on a tout ce qu'il faut maintenant pour répondre à la question. Donc, je vais remplacer delta K, c'est l'énergie cinétique finale du boulon moins son énergie cinétique initiale, qui est égale à 100 fois mg dans ce problème-là. Donc, 1 demi m vitesse finale au carré, moins 1 demi m vitesse initiale au carré, est égal à 100 fois mg. Et là, je peux faire un petit peu d'algèbre pour me débarrasser des fameuses masses ici qui ne vont pas intervenir. Je vais multiplier tout le monde par 2. Alors, la vitesse finale au carré est égale à 100 fois g plus la vitesse... Pardon, 200 fois g. J'allais trop vite. Je multiplie tout le monde par 2, j'ai dit, donc ça va faire 200 mg plus vi au carré. En fait, la question, c'était de trouver VI, donc je vais juste inverser. Le VI au carré, c'est donc VF au carré moins 200 fois G. J'ai oublié d'enlever la masse encore une fois ici, pardon. 200 fois G plus VI au carré. Et donc, je peux maintenant isoler mon VI, qui va être égal à la racine carrée. Et là, je remplace. Ici, c'est 80 au carré moins 200 fois 9,8. Et ça, ce sera donc des mètres par seconde. Et donc, je peux trouver la vitesse initiale, ici, qui donne 66,6 mètres par seconde. Donc, vous constaterez ici que j'ai même pas eu besoin de faire de cinématique, j'ai pas eu besoin de faire de diagramme des forces, mais surtout, l'autre élément crucial, c'est que le 30 degrés qui était mentionné, de la trajectoire de l'avion, apparaît pas nulle part, c'est même pas important.
Pourquoi? Parce que j'ai utilisé la définition du travail WG qu'on avait développé dans la diapo précédente, qui dépend juste du changement de hauteur. On s'était dit que si l'axe est vers le haut, peu importe le mouvement, même s'il est orienté avec un angle, le travail de la gravité va toujours être donné par moins la variation d'énergie potentielle de l'objet. Donc c'est comme ça qu'on peut faire le calcul juste avec des scalaires, pas de vecteurs. On trouve tout de suite la vitesse que devait posséder le boulon au début. Dernier sujet de cette vidéo, c'est la force exercée, le travail exercé par des ressorts. Donc ici, voici un ressort avec une masse qui est attachée à son extrémité. À l'instant 1, le ressort est à sa longueur naturelle. À l'instant 2, je vais allonger le ressort. Donc on va prendre la masse avec notre main puis on va l'étirer. Donc le ressort va être tendu. La masse va être ici. Et si c'est un ressort idéal, comme on a appris à étudier dans le cours, il y aura une force de rappel qui va être vers l'arrière. Donc on aura une force de rappel ici vers l'arrière qui va s'exercer sur le ressort qui est égale à une certaine constante K fois l'étirement. Donc le module de la force de rappel là, dépend d'une certaine constante de rappel. Et la force rappelle toujours la masse vers la position d'équilibre, L0. Ici, ce n'est pas une force constante. Donc, si je fais le produit, ça mettons que je voulais calculer le travail fait par le ressort, je vais appeler le travail du ressort R. On apprend à calculer comme étant Fx fois delta x, plus la même chose en y. Ici, c'est un mouvement qui est uniquement en x, là, donc je n'ai pas besoin d'écrire Fy fois delta y. On a un problème parce que Fx n'est pas constant. Fx est une fonction de x. C'est k fois x, une fonction linéaire. Donc, faire le produit des deux, ben, le produit varie à chaque seconde, à chaque millimètre de déplacement. La force est de plus en plus grande ou de plus en plus petite, dépendamment le sens du mouvement. Donc, on ne peut pas utiliser cette équation-là. Et dans le livre, et là, je ne vais pas faire la démonstration, là, vous irez lire, c'est toute la section 3.2 du Séguin qui vous fait la démonstration. À partir de l'air sous la courbe, il démontre que le travail d'un ressort, la façon de le calculer pour que ça fonctionne toujours, c'est égal à moins une variation d'énergie potentielle, mais l'énergie potentielle, cette fois-ci, du ressort. Donc, c'est comme la gravité. Quand vous comprimez un ressort, vous stockez de l'énergie dedans, qu'on appelle de l'énergie du ressort. Et l'énergie du ressort potentiel, UR, elle se calcule comme étant 1/2 fois la constante de rappel qui multiplie l'étirement du ressort au carré. Donc, l'étirement, là, c'est la valeur absolue de la distance entre la longueur du ressort moins sa longueur naturelle, je vous rappelle. Donc, c'est la quantité d'étirement. Donc, dans mon exemple ici, là, l'étirement E, ce serait cette quantité-là ici. Comme ça et comme ça. Donc, le fait d'étirer le ressort d'une distance E, ça stocke de l'énergie. D'ailleurs, il y a des carabines qui fonctionnent sur le principe d'un ressort, des carabines jouets. On comprime un ressort, on peut propulser un projectile, parce que le ressort stocke de l'énergie. Étant donné que l'énergie potentielle dépend de E exposant 2, l'énergie potentielle du ressort ne sera jamais négative, elle est toujours positive. 1/2 fois K fois E carré ne sera jamais négative. Ça veut dire que d'étirer ou de compresser un ressort, donc si je fais une troisième situation, où cette fois-ci, je comprime énormément le ressort, disons comme ça, ici, donc par rapport à la situation L0 initiale, qui était à peu près ici, le ressort maintenant est comprimé de cette quantité-là E, la même quantité mais dans l'autre sens. Eh bien, il n'y a aucune différence, donc on va avoir la même quantité UR est aussi égale à 1/2 K. Là, le E est au carré, donc il n'y a pas de différence. Donc, dans la situation 2 et la situation 3, l'énergie stockée dans le ressort serait la même. Et donc, si on fait un problème avec le théorème d'énergie cinétique et on veut calculer le travail qui est fait par un ressort, ben, il faut calculer moins delta UR. Donc, ça veut dire UR initial, moins delta UR. Ça veut dire UR initial moins final. Le contraire du delta, le signe moins qui est devant. Donc le travail fait par un ressort peut toujours s'écrire comme étant 1/2 K fois l'étirement qu'on avait au début, moins 1/2 K fois l'étirement final qui nous reste après. Donc cette équation-là, elle est toujours vraie. Et quand il y a un ressort dans le portrait, si on veut savoir c'est quoi son rôle, combien d'énergie il ajoute ou il injecte, vous pouvez prendre cette équation-là ici, là, qui est donnée
à la fin de votre livre. Donc ça, c'est ce qui se produit pour les ressorts. Je vais faire un exercice synthèse qui mélange à la fois la gravité, le ressort et puis du frottement, et on va étudier le théorème d'énergie cinétique dans un problème comme celui-là. Le premier exemple que je vais faire avec vous, c'est ici j'ai au sol un ressort qui a une longueur naturelle L0. Et on va déposer une masse M sur le ressort, ce qui va lui donner une certaine compression initiale. Donc supposons qu'initialement, je dépose la masse et que le ressort est comprimé d'une quantité, par exemple, je ne sais pas, 50 cm, ou 0,5 m. À t égale à 0, donc à l'instant 1 ici, la balle ne possède pas de vitesse, elle a une vitesse égale à 0. À l'instant 2, on va lâcher la balle et on va laisser le ressort la propulser vers le haut. Donc le ressort est compressé, il y a de l'énergie qui est stockée dedans, donc aussitôt que je le lâche, il va propulser la balle et va transformer son énergie potentielle du ressort en énergie cinétique dans la balle. La balle va gagner de la vitesse après la propulsion. Pour mon t égale à 0, je vais plutôt appeler ça le premier temps. Puis plus tard, ce sera ici le deuxième temps. Donc le ressort va être revenu à sa longueur naturelle. Donc ça veut dire que l'étirement final du ressort est 0. Il n'y a plus d'étirement, il est revenu à sa longueur naturelle. Initialement, il ne l'était pas. Par contre, la balle va monter dans les airs et va atteindre une certaine hauteur maximale. Et c'est ça qu'on va chercher à calculer. C'est quoi la hauteur maximale qui va être atteinte par la balle? Donc lorsque la balle a atteint sa hauteur maximale, elle n'a plus de vitesse, elle est rendue au sommet, donc VF est égal à 0. Donc on va s'intéresser à calculer la hauteur finale de la balle. Donc, si je m'intéresse à calculer une hauteur finale ou une hauteur initiale, ça me prend une origine. Donc, pour un problème comme ça, et d'ailleurs dans le devoir, vous avez la situation inverse où la balle tombe, vous avez plusieurs options pour mettre l'origine. C'est à vous de choisir là où ça vous tente et là où ça va vous simplifier la vie. Là, j'en prends une complètement aléatoire, ça ne veut pas dire que c'est la bonne. Je vais mettre l'origine ici et je vais définir l'axe des Y vers le haut à partir de cette origine-là ici. Donc là, ça va être mon Y est égal à 0. Ce sera vraiment là, vis-à-vis la balle ici. Donc je peux ajouter dans mon schéma comme information que la hauteur initiale est égale à 0. Et je vais m'intéresser à trouver la hauteur finale qui va être mesurée par rapport à cet axe-là ici. Donc je vais m'intéresser ici à trouver la hauteur finale, Y finale. Et c'est ce qu'on cherche. Qu'est-ce que ça vaut selon ce système-là? Donc en d'autres mots, le problème qu'on cherche à résoudre, c'est de combien de mètres est-ce que la balle va monter avant de s'arrêter lorsqu'elle va être propulsée par le ressort. Donc la seule façon de résoudre le problème, c'est avec la méthode de l'énergie. Vous ne pouvez pas appliquer le deuxième loi de Newton là-dessus parce que la force n'est pas constante. La force du ressort, c'est une force qui diminue plus la balle monte, jusqu'à temps que le ressort atteigne la position. Puis après ça, la force est nulle parce que la balle tombe en chute libre. Donc nous, on va régler le problème entre le premier temps et le deuxième temps directement en utilisant le théorème de l'énergie cinétique qui nous dit que le delta K de la balle va être égal au travail total qui est appliqué dessus. Dans ce problème-ci, il y a deux forces appliquées. La gravité plus le ressort, et c'est tout. On pourrait avoir de la résistance de l'air, mais j'en tiens pas compte. Donc, je vais remplacer par les informations qu'on connaît. Donc, delta K, je vais le laisser comme ça. Ensuite, pour la gravité et pour le ressort, on a vu que les deux, on peut les écrire en termes des variations négatives d'énergie potentielle. Donc, je peux écrire que ça, c'est moins delta UG, puis que l'autre, c'est moins delta UR. Ici. Et donc, je me ramasse avec l'équation suivante, que delta K plus delta UG plus delta UR est égal à 0 dans ce problème-là. Et c'est ça que je vais utiliser pour répondre à la question. Donc, je vais tout de suite remplacer chacun des deltas par ce que ça vaut. Donc, commençons avec l'énergie cinétique. C'est donc 1/2 la masse fois la vitesse finale au carré moins 1/2 la masse fois la vitesse initiale au carré. Plus delta UG, c'est mg y final moins mg y initial. Plus delta UR plus 1/2 k E final au carré moins 1/2 k E initial au carré. Tout ça va être égal à 0 mathématiquement.
Et là, il y a un paquet de trucs qui valent 0 là-dedans, je vais tout de suite les barrer. Donc la vitesse initiale était 0, donc ce terme-là vaut 0. J'ai placé l'origine à l'instant 1, donc il n'y a pas d'auteur initial non plus, donc ça c'est 0, ça c'est 0. Et à la fin, le ressort n'a pas d'étirement. Donc, cette grosse équation-là se simplifie, et ça donne 1 demi mvf au carré, plus mgyf, moins 1 demi k fois l'étirement initial au carré, tout ça doit être égal à 0. Et là, mon seul inconnu, c'est y final. Donc, c'est lui ici qu'on veut aller isoler. Tout le reste, je le connais. La masse de la balle, la constante du ressort devrait être donnée. Je ne l'ai pas écrit, là, mais il faudrait qu'on donne des valeurs. Donc, supposons que mon ressort ici a, je ne sais pas, 50 newtons par mètre de constante de rappel. Supposons que la masse vaut 1 kg. Donc, je vais remplacer toutes ces données-là dans l'équation ici. Ah, et je viens de réaliser aussi que la vitesse finale est égale à 0. La vitesse est finale et au début et à la fin. Donc, je vais l'enlever ici. Voilà. Donc, l'équation devient très simple. On a mgyf est égal à 1 demi kei au carré. Donc, je vais l'écrire. Alors, mg fois la hauteur finale est égal à 1 demi kei au carré. Cette équation-là, on va le voir dans les prochains chapitres, mais c'est la conservation de l'énergie. Ça veut dire qu'au début, l'énergie était stockée dans le ressort et valait 1 demi KE au carré, l'énergie initiale. Donc ici, là, ça c'est le UR qu'on avait initialement, qui a été transformé à la fin entièrement en énergie potentielle gravitationnelle. Donc l'énergie stockée dans le ressort s'est transformée en énergie potentielle et la vitesse n'a pas changé, elle est passée de 0 à 0, peu importe ce qu'il y a eu entre les deux, là. Il n'y a pas eu de changement. Donc, si je viens isoler ma hauteur finale, YF, c'est donc égal à K fois E initial au carré, divisé par 2 fois mg. Donc, je peux ici résoudre directement. Donc, la hauteur finale de ma balle, selon mon choix d'origine, je remplace les chiffres. Donc, c'est 50 newtons par mètre fois 0,5 mètres au carré, divisé par 2 fois 1 kg fois 9,8 newtons par kilogramme. Et tout ça va nous donner des mètres en système international. Et ça me donne 0,638 mètres de hauteur finale par rapport à la hauteur initiale. Alors voilà qui termine les sections 3.1 à 3.3. Alors la semaine prochaine, notre prochaine vidéo, on va vraiment couvrir tout ce qui se passe entre les transferts d'énergie, donc la conservation d'énergie dans des systèmes un petit peu plus complexes. Donc en ce moment, vous devrez être en mesure de pouvoir faire tous les exercices des 3 premières sections.